Bonjour, bonjour à tous et toutes. Je suis Maria-Louisa Romano, chef de l'action éducative, citoyenne et culturelle au Musée McCord. Et je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde en format webinaire de la série Échanges urbains intitulée Faites à la main, quelle place pour les savoir-faire dans l'architecture et la ville d'aujourd'hui et de demain. Je vous accueille donc virtuellement aujourd'hui à partir du musée McCord Stewart, qui est situé au centre-ville de Montréal. Et par conséquent, je tiens à reconnaître que le musée est situé sur un territoire fréquenté et occupé depuis des millénaires par des peuples autochtones et qui n'a jamais été cédé par voie de traité. La nation Kanien'kehá:ka démontre toujours un profond attachement envers ce territoire qu'elle nomme Tiohtià:ke. Reconnaissant les conséquences désastreuses du colonialisme pour les premiers peuples, le musée considère qu'il est de son devoir de contribuer à une meilleure connaissance des cultures autochtones et de soutenir le maintien de leur vitalité. Notre programmation régulière et les expositions en témoignent également. Donc, je vous présente aujourd'hui les trois invités qui discuteront de la thématique qui a été retenue pour ce troisième échange de la saison. Nous entendrons tout d'abord Jocelyn Groux, qui est directeur général du Conseil du patrimoine religieux du Québec depuis 2000. Jocelyn Groux a obtenu un baccalauréat en architecture à l'Université Laval, une maîtrise en aménagement option conservation de l'environnement bâti à l'Université de Montréal et un MBA en immobilier à l'UQAM. Il œuvre depuis près de 30 ans dans le domaine de la conservation du patrimoine. Notre seconde panéliste, France Girard, est gestionnaire en architecture et patrimoine au sein du Conseil des métiers d'art du Québec. Elle est détentrice d'une maîtrise en andrologie et elle a coordonné des programmes de formation dans les métiers non traditionnels pour les femmes avant de devenir ébéniste durant plusieurs années. Propriétaire de sa propre entreprise, elle poursuit son parcours professionnel en devenant la première chargée de projet en architecture et en patrimoine au Conseil des métiers d'art du Québec, qui représente les artisans du domaine et assure une relève pour les métiers d'art de l'architecture et de la restauration du patrimoine bâti. Enfin, nous accueillons Mme Nathalie Dion, diplômée de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville et de l'Université de Montréal. Mme Dion cumule plus d'une trentaine d'années d'expérience en tant qu'architecte et présidente de l'Ordre des architectes du Québec de 2013 à 2019. Elle a rejoint Provencher-Roy en 2017 et est devenue associée en 2021. Militante dévouée, elle a pour cheval de bataille la démocratisation et la valorisation de l'architecture en tant que profession et préoccupation citoyenne. Alors, je rappelle que les présentations vont se dérouler en français. Elles seront suivies d'une discussion aussi avec le public. Nous prendrons un certain nombre de questions là, dans l'intérieur de l'heure et quart que durera la rencontre. Donc, on prend les questions du public autant en français qu'en anglais. On vous invite à les poser dans la fonction questions et réponses sur Zoom ou pour ceux qui nous suivent sur Facebook dans le fil de discussion. So please note that today's presentation will be in French, but the question period will be in French and English. So question can be asked in French or in English by using the Q&A function in the Zoom platform or on Facebook. Alors maintenant, je cède la parole à Dino Boumbarou, directeur des politiques d'Héritage Montréal, qui va introduire la thématique. Merci et bonne conférence. Merci Maria-Louisa, merci au musée McCord Stewart pour la poursuite de cette collaboration qui dépasse maintenant les 10 ans. Hein. Alors, et merci également à nos trois panélistes qui vont participer à cet échange urbain sur un thème qu'on a choisi un peu à la lumière d'une thématique qu'on voit à Héritage Montréal. On observe depuis des années, en fait, quasiment cette notion de savoir-faire en voie d'extinction. On s'intéresse beaucoup aux espèces, au caribou forestier, mais qu'en est-il du savoir-faire en architecture, et pas juste au niveau du dessin du bâtiment, mais de l'exécution. Vous savez, l'architecture, on parle beaucoup des arts vivants, mais l'architecture, c'est l'art vivable et habitable, et not nécessairement, il y a une matière là qui est travaillée par des gens dont c'est le métier, le talent et le savoir. Alors, on s'est dit c'est un sujet qui mériterait d'être abordé parce qu'on se promène dans nos quartiers, on est constamment confronté aux réalisations des mains vivantes du passé et aux défis que les mains actuelles ont à faire quelque chose qui est parfois à la hauteur, parfois simplement un geste, et là je ferai le lien avec le dernier échange urbain que nous avons eu, le précédent, qui portait sur la transition écologique.
et le patrimoine, à l'occasion duquel on a beaucoup discuté de la notion d'entretien. Et donc, la question de donner une seconde vie, de poursuivre, et c'est une thématique qui va prendre de plus en plus de place. Quelle est la place de l'excellence dans la requalification, dans l'adaptation, dans la maintenance? C'est aussi un défi sur lequel on a collectivement à se pencher. Mais je rapporterai notre propos un peu plus à l'actualité de cette semaine. Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 mars, c'est la journée mondiale de l'eau, on l'entend abondamment, mais qui dit eau parle de liquidité, qui dit liquidité parle de budget nécessairement, et hier c'était la présentation du budget du Québec. Tout le monde ne lit pas ça avec la même passion, mais dans le plan budgétaire, on a vu apparaître des montants pour la gouvernance en architecture, donc l'amélioration de la qualité. Et ce sont des montants qui peuvent avoir l'air un petit peu dérisoires devant l'ampleur de la tâche, mais c'est très important, puis ça s'inscrit dans le cadre de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire qui a été annoncé l'année dernière. On va en revenir, mais je voulais juste vous mentionner qu'on est dans l'actualité. Puis je remonte un petit peu en avance, un petit peu dans le temps, une journée auparavant, c'est le Conseil municipal de Montréal qui adoptait une entente pour céder l'ancienne station de pompage Riverside au pied de la célèbre enseigne Five Rose. Dans un quartier qui est peut-être trop méconnu de bien des gens, mais qui sera amené à être mieux connu à travers les interventions qui vont se dérouler là. Céder cette ancienne station de pompage aux Forges de Montréal qui pourront en faire un pôle à la hauteur des ambitions. De l'autre côté de l'autoroute, vous avez l'espace vert qui s'intéresse au métier du verre. Donc, il y a presque au pied de cette gigantesque minoterie dessinée par Ernest Cormier, vous avez deux métiers du feu qui sont pas mal actifs. Alors, donc, l'actualité nous ramène un petit peu à notre sujet, mais on voudra, à travers l'échange, peut-être explorer les enjeux, les options, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les générations futures et actuelles bénéficient de savoir-faire autrement que dans des collections d'ethnographie. Donc, comment est-ce que ça se poursuit, ça s'enrichit, tout ça. Et ça me rappelle, il y a quelques années, avec un collaborateur, un grand ami, Louis-Georges Lécuyer, que certains ici connaissent, qui avait rédigé un article pour la revue du Conseil des métiers d'art sur la question des savoir-faire. On s'est mis à se promener dans la ville et notamment à visiter les halles d'entrée de plusieurs immeubles à bureaux du centre-ville pour identifier les différentes couches, les historiques de savoir-faire qui ont été investis, qui les plâtriers, qui les serruriers ferronniers, là, les forgerons d'art à l'intérieur, qui les sculpteurs sur pierre, mais qui également les ébénistes. Et ça sur des productions qui s'étalaient depuis le 19e siècle jusqu'aux années 1990-2000. Donc, c'est pas un phénomène uniquement dans l'histoire, c'est un phénomène présent. Et quand on parle de ces questions au Québec, on a une initiative majeure qui est reconnue à l'échelle internationale, c'est la concertation et le grand effort qui a été mis sur le patrimoine religieux. Alors, on parlait tantôt de l'argent qui apparaissait dans le budget pour la gouvernance en architecture, pour en améliorer la qualité. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a également des montants quelque part sur le patrimoine, et souvent, c'est des efforts considérables que le Québec a consentis pour le patrimoine religieux. Alors, j'inviterai Jocelyn Groux à prendre la parole et à faire apporter un premier regard, parce qu'on se rappellera des paroles d'un de nos conférenciers aux échanges urbains, Clément Demers, qui cite souvent que le patrimoine religieux, c'est un peu la somme de tous les arts. Au Québec, on en a une belle illustration, à Montréal en particulier, parce qu'il y a comme des concomitances entre les patrimoines d'origine catholique, protestante, juive et même la diversité. Jocelyn, à toi. Merci. Merci beaucoup, Dino. Tout d'abord, je voudrais remercier Héritage Montréal et le Musée McCord Stewart de l'invitation à participer à cet échange qui porte aujourd'hui sur les savoir-faire et les métiers. Dino l'a mentionné, on m'a demandé de parler de l'expérience du Conseil du patrimoine religieux du Québec qui, par le biais de nombreux projets de restauration d'églises, est confronté aux différents enjeux liés au savoir-faire et aux métiers.
vais faire une petite mise en contexte. Donc, le Conseil est une organisation à but non lucratif qui œuvre à l'échelle du Québec. Il a pour mission de soutenir et de promouvoir la conservation et la mise en valeur du patrimoine religieux québécois. Dès 1995, le ministère de la Culture et des Communications a mandaté le Conseil pour faire la gestion de l'aide financière pour la conservation du patrimoine religieux. Aujourd'hui, c'est une somme de plus de 427 millions que le ministère de la Culture et des Communications a accordé au Conseil pour la réalisation de près de 3 500 projets de restauration de biens immobiliers et mobiliers, mais aussi pour des projets de requalification de lieux de culte. On entend par requalification là, des projets qui visent un changement d'usage des édifices religieux et on sait qu'aujourd'hui, ce sont de nombreux édifices qui nécessitent un nouvel usage, une nouvelle vie. Pour mettre en lumière l'importance des savoir-faire et de la main-d'œuvre spécialisée dans les travaux soutenus par le Conseil, je vais faire un lien avec la réalisation d'une étude d'impact économique qui a été réalisée par SECAR KPMG il y a maintenant une dizaine d'années sur l'aide financière au patrimoine religieux. Tout d'abord, il faut savoir que l'aide financière du Conseil va principalement à des travaux de gros œuvres là, sur l'enveloppe du bâtiment. Toiture, maçonnerie, fenêtres, portes, clochers, mais aussi à des travaux spécialisés, comme des finiers intérieurs, des vitraux, des orgues. L'étude en question, l'étude d'impact économique, révèle que depuis 1995, l'aide financière accordée a contribué à générer plus de 4 000 emplois directs et indirects au Québec. Aussi, les types de travaux de restauration soutenus par le Conseil contribuent de façon très significative au maintien de savoir-faire et d'expertise spécialisée dans des secteurs professionnels et techniques, incluant des architectes, des ingénieurs, des historiens, des archéologues, ainsi que le soutien aux artisans et aux artistes œuvrant dans le domaine du patrimoine, et ce, dans toutes les régions du Québec, ce qui contribue au maintien d'emplois spécialisés en région et à la transmission de savoir-faire uniques. De plus, compte tenu de la nature spécifique des travaux de restauration d'immeubles religieux patrimoniaux, ceux-ci comportent une part plus importante d'emplois et une masse salariale directe supérieure à d'autres types de construction. En effet, cette différence s'explique là, par la nature des interventions de restauration, qui exige, là, par définition, une plus grande intensité de travail humain par rapport à la construction. Donc, un travail plus important au niveau des artisans, des professionnels et des ouvriers spécialisés. Aussi, l'aide financière du Conseil là, contribue à l'application de méthodes artisanales et à l'utilisation de matériaux d'origine provenant pour la plupart du Québec. Les travaux étant axés sur la qualité et la durabilité des matériaux, dans un souci de préservation à long terme des bâtiments. Finalement, ce que l'étude révèle, c'est aussi que l'aide financière du Conseil contribue au maintien d'immeubles patrimoniaux par la mise en application de bonnes pratiques de conservation, aussi à l'entretien préventif de ceux-ci. En terminant ma petite présentation, là, je voudrais souligner qu'il est important de rappeler que les savoir-faire et les métiers spécialisés sont au cœur de la réalisation des projets de restauration du patrimoine religieux. Les constats qu'on va émettre aujourd'hui sur les difficultés de trouver de la main-d'œuvre spécialisée, sur le manque de relève dans les petites entreprises et chez les artisans, sur les difficultés de transmission de ces savoir-faire sont des sources de préoccupation pour l'avenir du patrimoine, dans un contexte où les coûts de réalisation des projets augmentent là, de façon significative, ce qui peut amener les propriétaires d'immeubles à vouloir réduire leur investissement et aussi à opter pour des solutions de remplacement plutôt que la restauration des matériaux d'origine. Merci. Merci, Jocelyn. On se connaît depuis des années, donc j'ai tendance à tutoyer Jocelyn, mais c'est en tout respect, bien sûr.
et on se croise souvent à l'occasion dans l'ascenseur. Mais ce qui est peut-être intéressant, c'est quand on parle de savoir-faire, on a tendance à le voir sous l'angle du savoir-faire lui-même, mais en même temps, ce sont des légions de personnes. C'est pas juste des virtuoses, c'est également des équipes. On parle de relève dans les entreprises. C'est tout un écosystème, pour reprendre le mot qui convient, dans lequel il y aura certainement des éléments qu'on pourra discuter dans l'échange tantôt là, sur le chantier du patrimoine religieux est lui-même un écosystème majeur au Québec et à l'échelle internationale. Comme je dis, on a vu ça a été présenté dans des colloques. C'est une expérience qui surprend beaucoup de gens, mais qui inspire également. Mais c'est un type de bâtiment. Est-ce que ça peut prendre de l'expansion? On verra ça tantôt. Regardons maintenant avec France Girard, qui est vraiment on va pas dire les mains, et on précise que France n'a pas de lien de parenté avec le ministre, sinon au niveau des ancêtres en Normandie, peut-être, je sais pas, dans le Perche, tiens. Alors, je tends la perche à France Girard du Conseil des métiers d'art, avec qui on collabore également sur le projet Maestria, peut-être qu'il en sera question, sinon dans ta présentation, du moins par la suite. France, à toi la parole. Merci. Mais merci beaucoup. À mon tour de remercier Héritage Montréal et le Musée McCourt pour cette invitation-là à participer à cette thématique des échanges urbains. Aussi, pour mettre en contexte un peu les gens, pourquoi on invite le Conseil des métiers d'art sur cette thématique-là des savoir-faire liés au patrimoine bâti. Je vais vous présenter un peu le Conseil des métiers d'art. Tout d'abord, le Conseil des métiers d'art, c'est l'Association nationale des artisans en métiers d'art. Sa mission, c'est de représenter, soutenir et de développer le domaine des métiers d'art au Québec. Le Conseil des métiers d'art, c'est le seul organisme qui est reconnu selon la loi S32.1 maintenant, qui a été réunie. Donc, la S32.1, qui est la loi sur le statut professionnel des artistes, des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d'art et de la scène. Donc, pour répondre à sa mission, le Conseil des métiers d'art offre différents services, dont un important programme de formation continue, des services de commercialisation, de diffusion des œuvres en métiers d'art par le biais, entre autres, du plus grand salon professionnel en métiers d'art du Québec, le Salon des métiers d'art de Montréal, que plusieurs connaissent assurément. Le Conseil des métiers d'art, c'est plus de 1000 membres artisans professionnels. Lorsqu'on parle des métiers d'art, souvent, on va penser plus particulièrement aux artisans qui réalisent des objets en céramique, des souffleurs de verre, les joailliers, mais c'est aussi des artisans qui œuvrent au niveau de l'architecture et du patrimoine bâti. On pense ici aux tailleurs de pierre là, qui vont réaliser des sculptures qui ornent les façades de nos bâtiments. Quand on se promène dans la ville de Montréal, on n'a qu'à lever les yeux pour voir de magnifiques sculptures de pierre, entre autres, ou encore des ferronniers d'art qui vont réaliser des magnifiques escaliers en fer forgé ou reconstituer des éléments de ferronnerie de nos bâtiments patrimoniaux. Ça, c'est aussi des métiers d'art. Donc, c'est autour des années 90 que ces artisans-là, les artisans des métiers traditionnels, se sont réunis au sein du Conseil des métiers traditionnels du bâtiment. À la dissolution de cette organisation-là, cette association-là, l'association a demandé au Conseil des métiers d'art de les représenter officiellement. C'est donc à partir de 2011 environ que le mandat du Conseil des métiers d'art s'élargit pour intégrer les intérêts des artisans et des artisanes qui pratiquent dans le domaine de l'architecture et du patrimoine bâti. On parle ici de peintres en art décoratif, de menuisiers ébénistes, comme disait tout à l'heure Dinou, de ferblantiers traditionnels, de ferronniers d'art, de forgerons, de plâtriers ornementistes, de tailleurs de pierre, de sculpteurs, d'artisans du vitrail, là, pour n'en nommer que quelques-uns.
ils et elles constituent un réseau de professionnels reconnus par le Conseil des métiers d'art. Qu'est-ce que ça veut dire, être un artisan reconnu? C'est de répondre aux 4 critères de la loi S32.1 que je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire se déclarer artiste professionnel, créer des œuvres à son propre compte, que ses œuvres et ses productions soient exposées au public, et d'avoir la reconnaissance de ses pairs. Dans le domaine de l'architecture et du patrimoine, afin d'obtenir la reconnaissance de ses pairs, l'artisan doit présenter un dossier explicatif et photographique d'une dizaine de projets différents qui est alors soumis à un jury de pairs afin d'évaluer si la production répond aux normes et standards des métiers d'art. Donc, à ce jour, il y a environ 160 membres qui sont reconnus en architecture et patrimoine au sein du Conseil des métiers d'art du Québec. Il est possible de les découvrir dans le répertoire du site Internet du Conseil des métiers d'art ou encore sur matière.ca afin de consulter leurs fiches respectives et voir quelles sont les productions, le métier qu'ils occupent et les types de travaux qu'ils sont en mesure de réaliser. Afin de répondre aussi à un besoin d'expertise du milieu, le Conseil des métiers d'art a développé et offert au cours des 10 dernières années plusieurs perfectionnements sur des expertises pointues pour soutenir le développement professionnel des artisans, mais aussi pour répondre aux besoins des donneurs d'ouvrages dans le domaine, entre autres, de la restauration du patrimoine bâti. Comme les besoins, on le sait, en intervention sur le cadre bâti augmentent et seront, si on tient compte des orientations du gouvernement, devraient être de plus en plus importants, puisqu'on met de l'avant vraiment la réutilisation des bâtiments existants, entre autres dans la politique nationale de l'architecture. Les besoins en main-d'œuvre, d'avoir une main-d'œuvre qualifiée au niveau de la restauration, sont de plus en plus importants dans les prochaines années. Jusqu'à présent, aucune formation au Québec ne prépare la main-d'œuvre dans le domaine de la restauration du patrimoine bâti. Et ce, malgré vraiment plusieurs recommandations de multiples rapports gouvernementaux sur les besoins de former du personnel qualifié pour intervenir sur le patrimoine immobilier. Il est très difficile, s'il n'y a pas de formation, d'augmenter le niveau de qualification et d'augmenter le nombre aussi d'artisans et d'ouvriers qui peuvent intervenir de façon adéquate sur notre patrimoine. C'est pour cette raison-là que depuis 2020, entre autres, le Conseil des métiers d'art a développé une nouvelle attestation d'études collégiales en métiers d'art du patrimoine bâti en collaboration avec le Cégep du Vieux-Montréal, qui permet maintenant de former une main-d'œuvre qualifiée pour les interventions sur le patrimoine bâti. C'est vraiment une première formation au Québec. Cette formation-là s'adresse à des gens de métier qui veulent approfondir les connaissances théoriques et pratiques de leur métier et acquérir les bonnes pratiques dans un contexte de conservation-restauration de bâtiments et les techniques spécifiques aux interventions sur le patrimoine bâti. C'est une formation de 510 heures qui est offerte depuis l'an passé. Donc, on a donné une première cohorte formée des deux métiers de menuisier ébéniste et de tailleur de pierre l'an passé. Cette année, on a une cohorte de charpentiers traditionnels pour créer une main-d'œuvre de mieux en mieux préparée pour intervenir sur le bâti traditionnel et les techniques, dans le fond, de construction de l'époque. Dans le cadre de cette formation-là, on en profite, bien entendu, pour réaliser des vrais projets, donc contribuer aussi à la restauration du patrimoine bâti parce qu'on sait qu'il y a énormément de besoins. Donc, au lieu de créer de toutes pièces des éléments, on s'associe à des partenaires, des donneurs d'ouvrages qui donnent des mandats réels, dans le fond, dans le cadre de la formation, où les étudiants auront à réaliser vraiment des mandats de restauration de patrimoine bâti. Donc, alors, pour terminer et revenir un peu, répondre un peu à la prémisse de cette thématique-là, les savoir-faire et les gens de métier se font de plus en plus rares, c'est un fait.
Mais il y a assurément de l'espoir et des gens passionnés pour répondre à l'appel. On est la preuve, je pense, vivante de cet espoir-là. Merci. Merci, France, de cet exposé détaillé. Enfin, dans le public, en général, on n'est pas, à ma connaissance, on n'est pas, il n'y a pas beaucoup d'articles qui portent sur ça dans les journaux. C'est un mouvement profond dans l'éducation, qui a des ententes et même des attestations de formation. C'est quand même assez étonnant quand on se rappelle à quel point c'était vraiment pas sur l'écran radar du secteur de la formation il y a à peine quelques années, malgré l'évidence d'un immense patrimoine bâti. Je rappelle les chiffres qu'on a partagés à la dernière table ronde sur la transition écologique. Selon les exigences de la loi, je peux pas donner le numéro avec autant de style que toi, France, mais quand la loi sur le patrimoine culturel a été modifiée en 2021 suite à l'audit de la vérificatrice générale, on a exigé des inventaires sur le bâti d'avant 1940. Et pour l'île de Montréal, c'est une date qui est très contestable quand on voit les remarquables réalisations des années 50, 60, 70. Mais néanmoins, juste sur l'île de Montréal, avant 1940, on parle d'à peu près 90 000 bâtiments comme potentiel. Donc, on n'est pas dans des petites taches noires sur la carte. Là, le patrimoine, c'est vraiment, on parle d'environnement bâti. Et c'est une des considérations, je pense, qui a beaucoup motivé. Alors, Nathalie, on te remercie beaucoup d'être là. Évidemment, on a récité ta liste de gloire puissante, mais je pense que surtout ce qui t'as été la cheville ouvrière artisane et surtout l'amiral de toute cette consultation à travers le Québec qui a mené à une réflexion collective sur l'architecture qui donne des résultats qui sont peut-être un petit peu administratifs maintenant, mais il y a un vent qui souffle sur cette question et on t'en remercie. Mais avant de tomber dans le lyrisme profond, peut-être que ton exposé sera plus éclairant. À toi la parole. Merci. Merci, Dino. C'est vrai que c'était une bonne nouvelle. On s'en réjouit de voir que le budget avait quand même une petite mention de la politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire. Alors, je vais vous dresser un petit historique de comment ça s'est passé. Je vais notamment parler de cette discussion qu'on avait entamée avec les citoyens du Québec en 2017, je dirais. En fait, l'Ordre des architectes du Québec, vous le savez, comme tous les ordres professionnels du Québec, a comme mission la protection du public et à l'ordre, le conseil d'administration avait fait un lien entre protection du public et qualité de l'aménagement architectural. Alors, c'est avec cette idée en tête qu'on avait entrepris une démarche visant à exiger du gouvernement qu'il adopte une politique nationale de l'architecture. Cette démarche-là n'était pas inusitée parce qu'on avait fait quelques recherches puis on avait vu que plusieurs pays d'Europe en avaient déjà adopté une. En l'an 2000, l'Union européenne émettait une directive qui exigeait de ses membres à se doter d'une politique nationale de l'architecture. Donc, au début des années 2000 seulement, une quinzaine de pays l'avaient déjà fait, puis certains d'entre eux étaient même à leur 3e révision de leur politique. Donc, ils avaient déjà adopté une politique, l'avaient améliorée, l'avaient révisée. Et en se penchant sur les thèmes récurrents des politiques de l'architecture, on voyait que le thème du patrimoine était toujours présent. Je vous donne comme exemple, en Finlande, au sujet du patrimoine, le gouvernement reconnaissait dans sa politique l'urgence d'intensifier sa sauvegarde, on disait laquelle doit passer par 3 grands chantiers, réaliser un inventaire, tu en as parlé, Dino, développer une expertise et perpétuer les techniques de construction traditionnelles. Donc, on n'était pas les seuls à s'inquiéter à ce sujet-là. En Irlande, un des grands engagements de la politique était de s'assurer que le patrimoine architectural soit conservé et entretenu selon des normes élevées. Alors là encore, on reconnaît l'importance d'un inventaire et on prévoit une aide financière aux municipalités pour la conservation du patrimoine. Et on encourage l'adaptation des bâtiments existants en vue de leur réutilisation. On parle de adaptive reuse. Donc,
muni de cette information-là ou motivé par ce qui se faisait dans d'autres pays, l'Ordre entreprend différentes démarches pour pouvoir faire évoluer cette politique-là auprès des donneurs, des politiciens. Donc, on rencontre en 2017 les maires de plusieurs villes qui sont déjà très enthousiastes et accompagnés par l'Institut du Nouveau Monde, on entreprend une tournée qu'on appelle une tournée de conversation publique. Et là, on va dans 13 villes du Québec à la rencontre des citoyens et des citoyennes pour entendre leurs préoccupations en matière de cadre bâti. Donc, on fait cet exercice-là et à l'issue de cet exercice-là, encore une fois, 4 thèmes récurrents s'illustrent à chaque fois dans les rencontres. La commande publique, le développement durable, la participation citoyenne et le patrimoine. Donc, on comprend que les citoyens du Québec sont soucieux de la préservation du patrimoine. On reprend donc ces 4 thèmes-là et on fait un forum auquel certains d'entre vous ont participé. Donc, à Montréal, on refait un forum sur ces 4 thèmes-là pour fouiller les questions, aller plus loin dans ce qu'on souhaite pour le patrimoine notamment. À la suite de tout cet exercice, l'Ordre publie un livre blanc pour une politique de l'architecture articulée selon 7 principes. Et encore une fois, l'un des principes, c'est celui qui était sur la diapo d'introduction, une vision pour le patrimoine. Et on mentionne dans cette vision pour le patrimoine la reconnaissance des artisans. Je vous cite ce qui était écrit en partie, je vais faire des petites coupures. La restauration des caractéristiques patrimoniales des bâtiments nécessite le savoir-faire d'artisans spécialisés, sculpteurs de bois, tailleurs de pierre, forgerons, etc. Or, le Conseil des métiers d'art, selon le Conseil des métiers d'art, ceux-ci sont à peine une centaine. Vous venez de nous dire qu'il y en avait 160, je pense. Et leurs métiers ne sont pas enseignés. Bien, à cette époque-là, maintenant, je suis très heureuse de voir que c'est enseigné, mais en 2017, il n'était pas encore enseigné. Et on reconnaît que la sauvegarde du patrimoine bâti passe inévitablement par la relève des artisans et la reconnaissance de ces métiers. Donc, toute cette démarche semble porter fruit parce que en 2018, dans le cadre du dévoilement de la politique, de la nouvelle politique de la culture, un des objectifs, le ministère, c'est-à-dire le ministère de la Culture, dans son dévoilement, annonce qu'un des objectifs de son plan d'action est de doter le Québec d'une stratégie gouvernementale en architecture. Suite à ça, le ministère de la Culture et des Communications, porteur de ce ballon, annonce des travaux de rédaction de ce qui devrait être la stratégie québécoise d'architecture et l'Ordre participe activement à ce chantier d'envergure, notamment à la rédaction du document, mais en coordonnant également la contribution de plusieurs experts et organismes qui participent à un comité consultatif. À cet égard, Héritage Montréal est invité. Dino participe à cette grande rencontre qui a lieu en octobre 2019. La rédaction est entamée. Malheureusement, la pandémie arrive. Tout ça est arrêté. Mais, bonne nouvelle, c'est repris par le ministère de la Culture et le MAMAF, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et là, on nous annonce en 2021 qu'on va adopter la toute première PNAT, Politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire, qui est dévoilée, comme tu l'as dit, Dino, en 2022. Maintenant, qu'en est-il du patrimoine et des métiers traditionnels là-dedans? Pour l'instant, la PNAT, c'est vague, c'est vaste, pardon. Ça s'attarde à l'échelle du territoire tout autant que l'échelle des bâtiments et les thèmes ne sont pas si définis, mais on y parle d'architecture distinctive. Il n'y a pas là un chapitre réservé au patrimoine. Par contre, on reconnaît que certains bâtiments constituent le patrimoine bâti du Québec, on reconnaît aussi que le patrimoine architectural est une richesse précieuse et non renouvelable, au même titre que le territoire, que ce patrimoine constitue une partie intégrante de l'identité nationale et un legs pour les générations futures. Et on souhaite arrimer architecture, aménagement du territoire et développement économique de pair avec la valorisation du patrimoine. Et finalement, on mentionne qu'une place prépondérante sera accordée aux bâtiments patrimoniaux en favorisant leur requalification. Donc, ce n'est pas sans espoir, mais il n'y a pas un chapitre. Mais une politique, c'est rien tant qu'il n'y a pas le plan d'action, ce qu'on souhaite qu'il soit adopté. Et on pense que ce sera au printemps 2023 que ce plan d'action sera annoncé. Là, c'est encore plus encourageant de savoir qu'il y a des montants dans le budget qui vont permettre cet arrimage, si on peut dire. Par contre, je vous dirais qu'entre-temps, le gouvernement a publié un aide-mémoire sur la qualité architecturale en l'automne 2022. C'est un guide
dont le dévoilement est pas mal passé sous silence. Puis là, on parle c'est un aide-mémoire, je vous le rappelle, sur la qualité architecturale, mais on parle plutôt, si on en vient au patrimoine, on parle de patrimoine culturel. Mais on dit encore une fois que le projet architectural doit tenir compte du patrimoine culturel et participer à sa valorisation. Et on dit que l'architecture ne concerne pas uniquement les bâtiments neufs, qu'elle est une pratique dont le spectre va de la conservation à la création en passant par la requalification. Bien sûr, sur les métiers traditionnels, je pense que tant que la PNAT n'aura pas dévoilé son plan d'action, on ne pourra pas voir quelle place va être faite à cet enjeu, l'enjeu dont on a discuté de manque de relève et peut-être de manque d'enseignement, bien que le Conseil a pris action à cet effet. Alors, attendons le dévoilement de ce plan d'action et espérons qu'il y aura un point plus particulier sur les métiers d'art, mais sinon, ça sera à nous de sûrement réagir en tant que société civile pour promouvoir ces connaissances particulières. Merci, Nathalie, de cet historique. Et on peut aussi imaginer que quand on parle d'architecture, c'est l'architecture dont s'occupe l'Ordre des architectes et les différentes écoles d'architecture, mais ça comprend aussi les notions d'aménagement un petit peu plus large, l'architecture du paysage, qui est une pratique de plus en plus appréciée. Alors, quiconque est allé voir les jardins de Métis ou s'est promené dans certains des grands parcs comme, je sais pas, le Champ de bataille ou le Mont-Royal, les cimetières, on voit que c'est une forme d'architecture de plein droit, là, même si la matière est un peu différente. Mais je reviens un petit peu là-dessus. Dans la population en général, est-ce qu'on est, je me rappelle à Héritage Montréal, dans les années 70, on a développé un programme jeunesse avec le Musée des Beaux-Arts pour que les mots comme architecture ne soient pas que des mots uniquement employés par les professionnels qui s'en occupent. C'était un programme d'ailleurs qui était soutenu en partie en partenariat avec l'Ordre des architectes. Et ça a permis d'avoir l'archibus qui se promenait d'une école à l'autre pour faire des ateliers. Puis on se rend compte que de plus en plus, ce genre d'occasion serait intéressante, et pas juste au niveau du dessin ou de la photo d'architecture, mais au niveau du tactile. Hein. C'est là que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quand on a le bâtiment qu'on touche et qui nous touche en même temps. Hein. C'est la relation aux matériaux, au jeu des lumières. Est-ce que dans la PNAT, on va commencer à prononcer ce mot-là, ça nous rappelle, ça fait penser aux dipsnutes, hein, c'est des espèces de salamandres, enfin les spécialistes vont me critiquer parce que c'est pas une salamandre, mais en anglais ils appellent ça des newts. Là. Mais cette politique, est-ce qu'il pourrait y avoir un peu un espace pour la relation entre le public, les individus et l'architecture, que ce soit pas finalement l'architecture, ça commence par sa maison, non? Tu as tout à fait raison. Là, dans la PNAT, dans sa version actuelle, on fait une place à la sensibilisation, mais c'est un thème qui est récurrent, l'éducation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on doit l'appeler, la sensibilisation du public. C'est un thème récurrent de toutes les politiques qu'on a vues et qu'on espère qu'il fera effectivement dans le plan d'action, qu'il y aura ce sera un sujet. C'est un des thèmes aussi dont que je parlais des 7 grands principes que le livre blanc avait. C'en était un, la sensibilisation du public. Puis là, il pourrait y avoir beaucoup d'actions comme celle que tu mentionnais qui serait, il faudrait réfléchir certainement à ce qui serait le plus efficace ou efficace ou le plus agréable aussi. Mais je te dirais aussi que ce qui nous avait étonné, tu sais, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait eu des révisions dans les politiques, puis souvent, quel pays avait émis une politique, puis au moment de la révision de la politique, l'objectif qu'ils trouvaient qui avait été le moins bien atteint, c'était justement la sensibilisation du public. Donc, c'est un enjeu qui est dans toutes les politiques qui apparaît, mais qui n'est pas si simple parce que, comme je disais
dans les révisions, on remettait cet enjeu-là en tête de liste en disant, quand on faisait une évaluation de ce qui avait été réalisé, alors on était en mesure de dire que c'était l'enjeu qui avait été le moins bien résolu, si je peux dire, ou l'objectif qui avait été le moins bien atteint. Donc, effectivement, il y aura une politique, il y aura des plans d'action. Espérons que le gouvernement, dans sa gouvernance là, pour laquelle il a donné de l'argent, qu'il y aurait des révisions, qu'il y aurait une évaluation. On ne peut pas juste lancer ce plan d'action puis dire, advienne que pourra. Il faudrait qu'il y ait à des moments, je ne sais pas, à tous les 3 ans, je ne sais pas à quelle régularité, mais revoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, puis remettre le plan d'action à jour là, selon cette évaluation-là. OK, mais je relance un petit peu ça à Jocelyn parce que vous êtes, je sais que c'est pas le conseil qui réalise les projets, ça a été très bien décrit, le conseil a une fonction un peu de coordination et d'une certaine façon de soutien auprès des acteurs qui sont dans les régions, localement, tout ça avec leurs équipes de professionnels. Mais il me semble qu'il y a avec ces 3500 projets, c'est quand même immense, c'est gigantesque finalement. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'on a un sentiment, au-delà des impacts économiques, mais les impacts culturels? Par exemple, est-ce que le vocabulaire s'est amélioré? Je sais que c'est un indicateur pas très courant, mais est-ce que les gens... On sait qu'on a... Moi, ça m'étonne toujours, mais les gens confondent encore une colonne et une poutre. Et je me dis, si on part de là, ça va être difficile d'aller vers la qualité spatiale des bâtiments, l'expérience de la lumière, tout ça. Mais est-ce que, comme le patrimoine religieux est un patrimoine assez évident, souvent pour beaucoup de gens, ça devient un lieu par définition, mais c'est un lieu qui a une architecture qui interpelle. Est-ce que vous avez des expositions à l'occasion des chantiers? Est-ce qu'il y a un retour qu'on peut observer là-dessus? Il y a des initiatives qui sont démarquées? Oui, bien, il y a certains chantiers d'importance où justement il y a une plus grande mise en valeur, où justement les architectes, les professionnels, les entrepreneurs vont vouloir justement montrer à la population les travaux importants qui se font. Mais c'est sûr que, on le voit, nous, dans les nombreuses demandes d'aide financière que l'on reçoit, tu parlais du vocabulaire, c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. On fait énormément de sensibilisation, mais ne serait-ce que pour bien comprendre ces demandes-là avec le vocabulaire qui est... Oui. Donc, il y a tout un travail à faire. Mais c'est ça, je pense que Puis, dans le fond, les gens qui nous approchent, c'est ça, qui travaillent dans des organismes, des fabriques, là, pour la plupart, qui sont propriétaires des églises au Québec, c'est ça, c'est des gens qui sont des bénévoles, ça fait partie de la population. Et c'est clair qu'il y a une grande sensibilisation à faire auprès d'eux pour, s'assurer, dans le fond, qu'on comprenne bien qu'on ait un langage commun sur justement les caractéristiques patrimoniales, sur l'importance de vouloir conserver. Je parlais un peu dans ma présentation, il y a toujours l'enjeu entre, dans le fond, des gens qui ont des moyens limités et une volonté, oui, de vouloir bien faire, mais avec, c'est ça, en disant, on ne pourra pas trop mettre d'argent, donc peut-être qu'il y a des solutions faciles, on pourrait remplacer, il y a des matériaux neufs, plus supposément très performants, donc il y a toujours cet enjeu-là de vouloir s'assurer de notre côté qu'on conserve les caractéristiques patrimoniales et dans le fond qu'on travaille sur les matériaux, qu'on garde des fenêtres en bois, tous ces enjeux-là sont nécessairement abordés là, dans les projets de restauration. Et c'est ça, il y a une grande sensibilisation de tous les jours à faire avec le public. Et est-ce qu'il y a une opportunité, je pense, pour l'émerveillement? Parce que ce qu'on voit souvent dans les réalisations de métiers, puis quand on prend le temps de regarder l'architecture, qu'elle soit modeste ou savante ou immense, parce que c'est très large le thème, dans certains cas, quand on prend le temps de regarder, on comprend l'accomplissement des gens qui ont réalisé ça.
Au niveau du concept, c'est les professionnels. Au niveau de la mise en œuvre, de la solidité, c'est aussi les ingénieurs qui sont des métiers. Vous savez, l'Opéra de Sydney en Australie a été inscrite au patrimoine mondial. Elle a été proposée d'abord pour son œuvre d'architecture et il y a eu l'insistance de reconnaître le talent égal des ingénieurs qui ont permis à ça de se faire. Sinon, c'est un dessin et dans certains cas, le spectre s'élargit pour inclure les artisans, car on regarde certains des bâtiments plus anciens, mais ça pourrait être aussi pensons à certaines réalisations de Dastou, c'est des architectes plus récents. La main du métier est aussi présente que la main qui tient le crayon pour dessiner le projet. Est-ce que cette notion d'émerveillement, est-ce que France, moi je pense, et parce que lundi c'était quand même la journée internationale de la francophonie, alors on soigne son langage et le langage des artisans et des métiers est souvent une mélodie fabuleuse à écouter. Est-ce que vous avez des gens qui parlent comme ça? C'est dans le milieu des artisans, c'est clair que tout à l'heure, on disait la sensibilisation au public, mais il y a tout un art aussi au niveau de la communication de son métier aussi auprès de différentes clientèles. Tout à l'heure, vous parliez des Forges de Montréal, entre autres, qui font beaucoup de médiation culturelle pour justement expliquer leur métier, démontrer l'utilité aussi de leur travail et la façon de bien observer aussi leur travail. Donc, je pense qu'il y a ça fait partie du métier de l'artisan de vraiment diffuser son travail, c'est-à-dire d'en parler et de le communiquer et de le transmettre. D'ailleurs, dans la formation dont on parlait tout à l'heure, les cours de métier sont vraiment donnés par des artisans professionnels qui maîtrisent leur art pour justement permettre aux étudiants de vraiment développer aussi tout cet aspect-là qui est quand même, qui est complet dans le fond au niveau du travail de l'artisan, que ce soit au niveau de l'approche par rapport au bâtiment. Tantôt, Jocelyn parlait justement de bien lire le bâtiment, de lire ses caractéristiques. Je pense qu'avant même de s'approcher du travail de réalisation, faut avoir une bonne analyse, un bon examen de l'édifice sur lequel on va travailler pour par la suite réaliser ces œuvres-là. Mais il y a toute une approche globale, je dirais, de l'artisan, effectivement, pour parler de son travail et de le réaliser aussi. Une question, une phrase. Un peuple sans histoire et sans littérature. Est-ce qu'on a une connaissance de l'histoire des métiers au Québec? Comment est-ce qu'il y a une reconnaissance des chefs-d'œuvre? On connaît un peu mieux l'histoire de notre architecture parce qu'il y a des travaux qui ont été faits, mais ça reste un chantier constant et ouvert. Mais au niveau des réalisations d'artisans, c'est un peuple invisible, trop souvent, je dirais. Mais est-ce que... Moi, je me rappelle dans une table ronde comme ça, à un moment donné, vous savez, des fois, il y a des idées qui nous passent par la tête complètement ridicules. J'ai dit, si vous aviez un visiteur de l'étranger, de la visite de l'étranger qui passe par ici, quelle belle réalisation de métier vous présenteriez à ces personnes-là pour leur dire, voici ce qu'on fait ici. Les gens m'ont dit, il y a des très beaux exemples en France. Alors, ça m'a un petit peu estomaqué, mais c'était très sincère comme réponse. Puis je pense que ça reflète qu'on a peut-être oublié de prendre le temps de regarder les merveilles qu'on a ici. Est-ce que c'est quelque chose au Conseil que vous avez observé ça? C'est quoi les chefs-d'œuvre? Je dirais que c'est très à point la question que vous posez. On est dans la formation qu'on développe actuellement. On développe les spécialités. Il y a 9 métiers qu'on développe. On s'aperçoit en développant, là on a 4 métiers de développer au complet, et on s'aperçoit vu qu'il n'y a pas eu de formation au Québec avant sur ces métiers traditionnels-là,
Oui. On découvre que très peu de littérature existe, très peu de documentation existe. Donc, il y a un travail énorme qui est fait pour chacun des cours de spécialité pour aller chercher cette documentation-là tant sur les pratiques que sur l'histoire des bâtiments et tout. Donc, on s'aperçoit qu'à la fin du développement de l'un des métiers, on arrive avec une documentation quand même assez importante pour le Québec, dans le fond. Ces documents-là sont déposés, il y a des dépôts légaux qui sont faits, donc deviennent accessibles finalement aux prochaines générations, ce qui est important aussi là, pour le Québec, je pense. Ce qui est un plus. Oui, donc il y a un corpus là. Jocelyn, est-ce qu'il y a des coups de cœur? Je sais que je comprends que c'est pas le rôle nécessairement du conseil, mais des fois, en parlant aux gens, on se rend compte qu'il y a tu sais, les plus belles, je sais pas, maçonnerie, tu sais, la plus belle toiture en tôle à la canadienne. Parce que souvent, une des choses avec les églises, on va dire, on réduit l'architecture à des toitures qui coulent, hein, c'est ça. C'est un peu triste, mais c'est même présent, c'est quand même caricatural. Mais est-ce qu'il y a eu à travers vos dossiers, des choses qui se distinguent? Ils vont dire, écoute ça, là, c'est des gens, ils ont fait ça tellement bien. Cette expression, le bel ouvrage, elle est vraiment incarnée dans ça. Puis je reviendrai avec la même question du bel ouvrage en architecture, parce que c'est pas juste l'exécution, c'est la conception aussi. Mais Jocelyn, est-ce qu'il y a des cas de... Il ne s'agit pas de disséquer le bâtiment en petits morceaux puis dire voici le meilleur, le plus beau clou du Québec, là. Mais est-ce qu'il y a enfin, je pense qu'il y aurait un potentiel pour faire une belle collaboration, là. Écoute, c'est une grande question. C'est sûr que dans l'architecture des églises, il y a des points, tu sais, les clochers, on pourrait parler des clochers, hein, évidemment. Tu sais, Montréal, la ville aux 100 clochers, et il y en a des remarquables. C'est juste à côté de Radio-Canada, il y en a une enfilade de clochers et ça rend une perspective. Bon, c'est ça. Je pense que les clochers font évidemment partie de ces caractéristiques et lesquels sont les plus intéressants, on pourrait en nommer plusieurs. Les toitures, tu as nommé toiture à la canadienne, toiture à baguette. Les décors intérieurs, les vitraux. Hein, on parle de Guido Nincheri. Vraiment, il y a des collections et si on rentre à l'intérieur des églises, on pourrait parler aussi des orgues là, qui sont vraiment remarquables au Québec. Oui, on sort un peu de l'architecture, mais quand même, ce sont des instruments de musique qui sont intimement associés à nos églises et qui sont, comme je disais, remarquables et qui ont fait la renommée du Québec, là. Si on s'attardait uniquement à ça, là, je peux dire, les églises du Québec constituent un corpus exceptionnel de bâtiments avec des orgues remarquables. Là. Alors, oui. Mais revenant au clocher, il y en a qui démontrent une virtuosité du travail de ferblanterie, de charpente, absolument admirable. Je pense que tu mentionnais peut-être Saint-Pierre-Apôtre, là, en face de Radio-Canada, c'est Victor Bourgeault, c'est quand même pas rien, puis tout ça. Mais sans partir la guerre des clochers, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de la démarrer, elle existe déjà. Fort heureusement, elle est beaucoup moins meurtrière que des guerres qui sillonnent l'actualité ces temps-ci. Mais il y a au niveau du savoir-faire, tu sais, on peut dessiner un clocher sur un papier, le détailler, mais son exécution, l'image que tu avais tout à l'heure, par exemple, c'est le clocher de Christchurch, qui est en fait une réplique en aluminium, que peu de gens connaissent. C'est un effort qui a été fait parce que le clocher d'origine en pierre était trop pesant. Mais est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ressortent? Puis je reviens avec d'Astou, le clocher de Saint-Maurice de Duvernay, c'est quand même assez exceptionnel là, comme concept, et puis de l'avoir réalisé avec un aussi beau béton, tu sais, parce que le savoir-faire, c'est pas juste appliqué aux métiers qui ont construit les pyramides et puis les édifices de l'Antiquité, c'est aussi, on peut faire des très beaux bétons. Moi, quand je me promène dans le monde, je demande aux collègues, est-ce qu'ils ont des beaux exemples de béton à me montrer?
En général, ils me disent non, parce qu'ici, on le cache, mais il y en a certains qui sont admirablement. Enfin, c'est un autre sujet, le béton, là, partez-moi. Je dérive. Est-ce qu'il y a des clochers qui se dégagent? Ben, pour aller dans ce qu'on vient de discuter, tu as parlé de Saint-Pierre-Apôtre, toujours dans cette même enfilade, l'église Sainte-Brigide, qui est juste Oui. derrière. Je trouve ce clocher-là vraiment, vraiment remarquable. Et ben, c'est ça, tu parlais des églises modernes. Encore là, celle de Dastou, il y a quelques années, on a travaillé avec Docomomo, avec Action Patrimoine, avec différents spécialistes sur le recensement en vue de faire certaines recommandations pour des classements parce que au Québec, il y a très, très, très peu d'églises modernes après les années 40 qui sont classées. Là. Mhm. Et c'est sûr que le corpus de Dastus est vraiment exceptionnel. Là. Oui, comme corpus même. Oui, comme corpus même. Et puis, c'est ça, tu as mentionné à Laval, Saint-Maurice de Duvernay. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, cette église-là ne soit pas classée? Hein? C'est vraiment dommage. Puis on pourrait mentionner à Repentigny, l'église Notre-Dame-des-Champs, qu'on appelle gentiment Oui. la sacoche. Oui, la sacoche, oui, c'est sûr. Oui, Non, il y a Saint-René-Goupil aussi qui est merveilleuse là-dessus. oui, tout à fait. Oui. Puis d'ailleurs, ça nous fait un lien presque avec notre premier échange urbain de ce programme qui était le patrimoine des banlieues, parce que souvent, c'est l'architecture de grands édifices du lieu de culte sont associés à des quartiers qui sont plus récents. Mais dans ces quartiers-là, il y a également des savoir-faire qui ont été, tu sais, certaines des maisons de ces développements des années 50-60 s'inscrivent dans la tradition des ébénistes, des menuisiers qui ont construit les bâtiments victoriens, mais ils ont juste travaillé avec des concepts architecturaux où l'espace est beaucoup plus fluide, etc. Mais et Peut-être d'ailleurs, un patrimoine un peu plus modeste, mais effectivement, oui, toute la reproduction des magnifiques portes, entre autres, dans le quartier dans le quartier Saint-Louis à Montréal, il y a beaucoup c'est des petits détails, souvent de corniches, de portes reproduits à l'identique ou restaurés. Ce sont vraiment des perles au niveau du paysage urbain. Tantôt, on parlait de petits chefs-d'œuvre. Si je regarde de façon un peu plus contemporaine, il y a eu, si on regarde au niveau de la restauration c'était de la gare Windsor, où il y avait des oui. éléments, des magnifiques corniches en pierre, des ornements en pierre sur la toiture qui étaient complètement disparus, qui ont été reproduits. Grâce à des dessins, des photos d'archives et qui ont été reproduits par des artisans. C'est du trottoir, c'est minuscule, mais quand on voit ça dans l'atelier de l'artisan, c'est magnifique. Le détail de ces sculptures-là, c'est des choses où notre regard peut être porté quand on se promène dans la ville, effectivement, de ces belles découvertes. Nathalie, quand on prend cet exemple-là, on a l'impression que la sculpture, les arts, les métiers d'art et l'architecture, c'est un phénomène associé à une époque ancienne. Or, on voit, promenons-nous à l'angle des rues Saint-Jacques et du square Victoria, où il y a notamment une ancienne banque de Nouvelle-Écosse qui a été un certain temps transformée en maison des régions. Et on voit dans le parement, il y a des panneaux de granit qui ont été gravés, qui ont été inscrits. C'est une architecture totalement des années 60, là, clairement avec ses formes. Mais la part de l'art, parce qu'on a la politique du 1%, qui est une chose, mais on a aussi l'imbrication intime entre l'architecture du projet puis les présences d'insertion. Je parle pas des bandes de Daudelin au métro Mont-Royal, là, je parle de quand des panneaux sont faits avec talent. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être rehaussé pour rappeler que l'architecture sa première matière, c'est l'espace, mais ça prend quand même des bords là, qui doivent être bien faits? Bien, certainement. Dis-nous, il y a effectivement, quand on intervient
On se rend compte aussi, c'est ça que dans l'architecture, à un certain moment, j'imagine, je ne suis pas historienne comme toi, dis-nous, puis savoir, mais le gouvernement a investi dans des œuvres intégrées bien avant le 1 Oui. la règle du 1 Donc, c'est vrai que quand on arrive à la restauration des œuvres, ou pas la restauration, même l'intervention dans des bâtiments contemporains, pas contemporains, mais de l'époque post-1940, souvent, Mhm. effectivement, on a affaire à travailler avec des œuvres qui existent, qui ont été construites et qui ont été intégrées à cette époque-là. Puis effectivement, ça demande une certaine recherche. Il faut revenir vers l'artiste. Il faut refaire un exercice là, où l'architecte a nécessairement cette responsabilité de s'assurer là, que les méthodes et les processus requis ou tant éthiques que la bonne façon de faire vont être respectées. C'est vrai qu'on voit beaucoup l'intégration du 1 qui est très intéressante, mais qui est un processus différent des fois, parfois, j'ai l'impression Oui. que c'est pas toujours fantastique, c'est pas toujours, il y a toujours des œuvres extraordinaires, mais l'intégration architecture-œuvre est peut-être pas toujours réussie comme elle ne le devrait. Puis peut-être Oui, qu'effectivement, de la façon dont c'est faite la politique du 1 c'est pas si évident de travailler main dans la main avec un artiste parce que c'est un processus qui est assez long pour le choix de l'artiste. Souvent, le projet est assez avancé, donc l'artiste s'adapte au projet, l'architecte s'adapte à l'artiste, alors qu'il n'y a pas ce mariage-là comme on peut le constater dans certains projets là, où c'était nettement mieux réussi, je dirais. Oui, ça fait un peu penser, c'est presque le mot complicité, là. En Euh, effet, qui n'est pas là. on a un 99% ici, puis un 1% là, puis c'est comme sur la même tablette, mais c'est pas nécessairement complice. Alors que est-ce qu'on a un sentiment qu'entre les architectes et les gens de métier, il y a une complicité plus habituelle, où je me trompe et je me baigne d'illusions. Qu'est-ce qu'on Non, pense? non, c'est pas ma spécialité, moi, d'être. Je Mhm. pratique l'architecture, je suis impliquée dans le projet, mais je n'ai pas nécessairement une spécialité en conservation ou en restauration. Mais j'ai parlé à des collègues dans le but d'être un peu mieux Oui, renseignés oui, pour ben oui. arriver à cette table ronde. Certains me disaient qu'effectivement, il y a qu'il y avait l'impression qu'il y avait un intérêt grandissant pour les métiers traditionnels, mais je vois que le travail du conseil est certainement derrière cet engouement là, pour ça. Oui, de plus en plus, il y a ce contact-là, ou peut-être, je dis de plus en plus, probablement que les gens qui sont très, très impliqués dans la restauration vont travailler de pair avec les artisans des métiers spécialisés. L'enjeu souvent, c'est que la façon dont la construction, Mhm. au-delà dans un projet public, projet privé, c'est peut-être différent, c'est certainement différent, mais dans un projet public, ben là, il y a des règles d'appel d'offres qui sont. D'attribution de contrat, tout Ouais, ça. Ouais. ouais. Mais par contre, on me disait que souvent, on exige une préqualification. Donc, les métiers. Puis là, je ne sais pas, peut-être que France, vous le savez mieux, mais est-ce qu'il va y avoir, est-ce qu'il y a une liste concrète de métiers spécialisés auxquels on doit apporter une attention particulière dans un projet? Est-ce que, je ne sais pas moi-même comment ça se passe, mais est-ce qu'on va dire dans ce cas-ci, ça va prendre un forgeron, un spécialiste de la quincaillerie, tout ça, mais je ne sais pas s'il y a une liste qui permettrait d'exiger qu'il y ait des préqualifications pour tous les sous-traitants de ces spécialités-là. Oui, c'est vrai que le processus d'appel d'offres est quand même un peu difficile pour Mhm. intégrer les artisans. Ça, on s'en rend bien compte. Par contre, les architectes collaborent vraiment, essayent beaucoup d'intégrer en amont les artisans dans leurs projets, ce qui est vraiment très porteur, je pense, pour la réussite et la qualité des projets dans la restauration, puisque là, il y a déjà en amont du travail une analyse qui est faite en commun, des matériaux qui sont choisis en commun, les techniques aussi qui sont
autant qui sont documentés et qui sont respectés aussi tout au long du processus. Je pense que plus les équipes seront multidisciplinaires dès le départ d'un projet, plus dans le cadre de conservation et de restauration de bâtiments, et plus ces projets-là vont être porteurs et réussis. Je pense que c'est beaucoup la clé, effectivement. Souvent, ce qu'on observe, même maintenant, dans certains devis, on va vraiment, effectivement, Nathalie, vous avez raison, on va vraiment spécifier vraiment un nombre d'années d'expérience ou de projets réalisés dans le même type de travaux demandés, ce qui souvent va qualifier les artisans professionnels justement pour ce type de travaux-là. Donc, je pense que c'est important. Même on a même vu des fois dans des devis l'exigence d'avoir une reconnaissance professionnelle aussi. Oui, exact. Donc, ce qui assure quand même une certaine connaissance et une expertise quand même de base, là, au moins pour participer à ce type de projet-là. Et je pense que plus il va y avoir de connaissances aussi et d'échanges entre artisans et architectes, et plus ces projets-là vont être peut-être plus même faciles à réaliser. Oui. Ben, surtout quand ça arrive plus en amont. Mais effectivement, la commande publique n'est pas toujours la plus fertile pour ça. Nathalie? Oui, mais bien qu'on me disait, là, une de mes collègues consultées me disait que la Ville de Montréal le contentieux avait approuvé ce mode d'appel d'offres avec une préqualification. C'est rare, là, mais que ça se fait pour les autres métiers, mais que c'était maintenant une pratique établie et adoptée, si je peux dire, à la Ville de Montréal. C'est une bonne nouvelle. Ben, écoute, parlant de patrimoine religieux, c'est une forme de bénédiction qui vient d'un endroit qui n'en donne pas souvent. Ça me fait penser à une des questions qui nous vient du public, en fait, il y en a quelques-unes, qui portent sur le rôle des municipalités par rapport à cette question-là. Alors, les municipalités, on sait, bon, ça fait de la planification, ça adopte des règlements, ça émet des permis. À part le fait qu'elles sont souvent propriétaires, on voit la Ville de Montréal, bon, avec le Code des Forges de Montréal, comment il y a un transfert de propriété qui est en train de se faire. Mais est-ce que vous voyez un rôle pour les municipalités, pas juste comme administrative, entité administrative, mais peut-être aussi dans la transmission des savoir-faire? Est-ce qu'il y a peut-être, par exemple, est-ce que les services culturels des villes peuvent jouer un rôle? Est-ce que vous avez vu ça, des exemples, quelque part? Oui. Jocelyn, Nathalie? Au niveau des MRC, il y a maintenant, avec justement suite au rapport de la vérificatrice générale, il y a eu de l'argent injecté et ils ont à nouveau des conseillers en patrimoine immobilier dans les municipalités, les MRC, ce qui est très positif. Et souvent, nous, au Conseil, on a des demandes de ces conseillers-là, justement, pour être en mesure d'avoir soit de l'information très technique par rapport à des besoins au niveau de la restauration, soit aussi pour avoir des références d'artisans. Donc, il y a quand même une collaboration et un intérêt aussi pour le bel ouvrage, comme on dit. Oui. Vous disiez tantôt, Dino. Donc, il y a quand même cette préoccupation-là. On sent très bien qu'il y a un manque il y a une rareté de compétences et de main-d'œuvre dans le domaine, surtout dans les régions. Dans les régions, Montréal et Québec, il y a quand même un peu plus de main-d'œuvre qui pratique encore les métiers d'art. Donc, mais en région, il y en a un peu moins. Donc, il y a des enjeux là aussi là, au niveau de la formation, puis au niveau de la disponibilité là, des ressources. OK, mais les municipalités peuvent jouer un rôle. Jocelyn, les églises sont quelque part, là. Parce qu'ils gèrent les enveloppes de restauration du patrimoine auprès des propriétaires, les agents, donc les conseillers en patrimoine immobilier. Donc, effectivement, ils ont vraiment un rôle à jouer. Donc, à travers peut-être les politiques culturelles, parce que le ministère ne donne pas de l'argent aux municipalités sans qu'il y ait une politique culturelle. Là, c'est pas. Jocelyn, est-ce qu'il y a des expériences qui te viennent à l'esprit par rapport au particulier au patrimoine religieux? Mais je partage un peu la réponse de France.
on voit de plus en plus justement l'embauche de ces agents-là dans les municipalités, les MRC, et c'est très utile pour nous. Là. Ça fait partie, tu parlais d'écosystème, là, ça fait partie de l'écosystème que d'avoir ces appuis-là au niveau municipal. Puis clairement, ben, c'est ça, dans notre domaine, au patrimoine retouché, ben, c'est ça, les municipalités sont de plus en plus présentes. Elles s'occupent de plus en plus de projets de requalification. Elles deviennent, aujourd'hui, là, il y a 200 églises qui appartiennent à des municipalités là, au Québec. Au Québec? Au Québec, 200. là. 200. Alors, OK. ça commence à être un corpus quand même significatif, là. Donc, c'est ça, c'est de la requalification. Donc, c'est des bâtiments patrimoniaux. Les municipalités les transforment pour souvent c'est des salles multifonctionnelles, dans le fond. Ça devient là, un projet où on peut, dans le fond, avoir des concerts, avoir des assemblées publiques, quelquefois le culte est maintenu là, en lien avec la fabrique. Mais bref, ça devient, dans le fond, des projets de collectivité. Et oui, c'est clair que d'avoir dans les municipalités des agents, des conseillers en patrimoine immobilier, ben, c'est très utile, là, parce que justement, quand vient le temps de faire les projets, ils vont chercher les ressources, ils s'assurent, ils posent des questions, donc qui sont les architectes spécialisés en patrimoine. Après ça, pour réaliser les projets, qu'est-ce que ça va prendre comme ressources spécialisées? Donc, ce sont des aides fort appréciées. Est-ce que je fais un lien avec une des questions qui nous vient du public ici, peut-être pour Nathalie aussi, sur la question de la reconnaissance des expertises dans une perspective plus préventive. Là, on a vu des cas, je pense, on pense au cas du Jésus ou du Mount Stephen, où finalement tout le monde qui s'intéresse au patrimoine n'est pas nécessairement compétent. C'est comme tout le monde s'intéresse à la santé, ça ne veut pas dire qu'on est médecin pour autant. Est-ce que il y a des reconnaissances spécifiques qui sont possibles, qui pourraient être utiles? Et du côté des municipalités, est-ce que on a vu des cas, par exemple, où des équipes de col bleu à la Ville de Montréal ont été formées pour entretenir les monuments parce que c'était pas la formation de base des cols bleus qui était adéquate pour ça. Ils ont développé des équipes très compétentes et motivées. Est-ce que c'est quelque chose sans embarquer dans le code des professions, là, parce que je sais que c'est un gros sujet, là, puis c'est pas juste des architectes qui peuvent déclarer un bâtiment instable, là, les ingénieurs sont très bons pour ça aussi. Est-ce qu'il y a des pistes à explorer de ce côté-là? C'est une question intéressante. Dis-nous, sans rentrer dans le code des professions, mais quand même, l'Ordre des professions veille au travail réalisé par les architectes, veille à leur qualification aussi. Donc, il y a de la formation obligatoire au même titre que les ingénieurs. Il y a une loi sur les architectes. Et là, je veux dire, il y a aussi une responsabilité professionnelle. Donc, l'architecte qui est dûment architecte, qui n'aurait pas réalisé le travail comme il se doit, pourrait être passible quand même, je veux dire, pourrait être poursuivi ou je ne sais pas, mais effectivement, comme les médecins, tous ne sont pas bons, tous ne sont pas qualifiés, mais au-delà de ça, est-ce que l'école, à la sous-question, est-ce que les cols bleus sont qualifiés, notamment pour l'entretien? Je ne saurais dire. La seule chose que je dirais, moi, c'est que dans l'évolution dont je parlais tout à l'heure, du balbutiement de cette initiative d'avoir une politique. Initialement, comme je disais, en 2019, c'était le ministère de la Culture qui était porteur de ce ballon-là, puis ça devait être une stratégie de l'architecture qui allait s'appliquer uniquement aux bâtiments subventionnés, si je peux dire, du gouvernement, exactement. Elle n'allait pas aller au-delà de ça. La chose que je trouve intéressante, bien que, bon, le plan d'action, on ne l'a pas, qu'est-ce qui arrivera, je ne le sais pas, mais le ministère des Affaires municipales qu'on avait approché initialement avait tardé, disons, à s'intéresser, mais est maintenant co-responsable de cette politique-là. Alors, on peut penser puis que la politique ne s'adresserait pas uniquement aux bâtiments, ne s'appliquerait pas uniquement aux bâtiments du gouvernement. Donc, on peut penser qu'il y aura dans quelle forme, je ne sais pas, mais est-ce que ce sera une forme de redevance ou une forme d'implication des municipalités à s'assurer aussi de la qualité de ce qui se réalise sur son territoire? Parce que, comme on le disait, oui, au-delà des bâtiments patrimoniaux, les municipalités possèdent énormément, ils ont un cadre bâti. La Ville de Montréal possède énormément de bâtiments, je ne saurais pas dire le nom, mais ils ont beaucoup de bâtiments. 800. Pardon? Au-delà de 800.
Alors, Et les centres de services scolaires, là, on y prend d'autres corps publics comme ça, là, qui sont de grands propriétaires. Là. ben, les centres de services, ils auraient pu être couverts par le gouvernement, je ne sais pas, mais là, d'inclure les municipalités va permettre, je pense, d'exiger une qualité pas sur l'ensemble du territoire du Québec. Bon, de quelle manière ce sera fait et de quelle manière ce sera évalué, ça donne bon espoir quand même. Oui, mais je vous entends, là, puis je vous entends presque dire ce serait formidable si les bibliothèques municipales faisaient, les centres culturels faisaient des expositions sur les exemples remarquables de bel ouvrage dans la municipalité, dans le quartier, dans l'arrondissement, tout ça. Plutôt qu'uniquement et puis pas juste le bel ouvrage sur le bâti, c'est tous les métiers des jardins là qu'il faut aussi mettre de l'avant, pas juste les Saint-Joseph là, mais les aménagements, les murets, les grilles, le travail des greffes, tout ça. Et si on mettait ce bel ouvrage dans les bibliothèques qui regorgent de très bons ouvrages, mais pas nécessairement de bel ouvrage. Alors, ça, c'est une belle occasion de raffermir ce principe qui nous interroge toujours. La culture comprend-elle le patrimoine? Et le patrimoine, c'est quelque chose de plus large que simplement l'ancien et le lointain. C'est au contraire ce qui existe et ce qu'on peut laisser. Hein. Si on l'enrichit pas, ben, on l'aura gaspillé. Alors, il est arrivé, chers panélistes, l'heure fatidique de 13h15 et on va vous remercier infiniment. Je sais que on effleure à chaque fois les sujets. On a toujours l'impression qu'il faudrait qu'on poursuive, fasse un deuxième, un troisième. Ça viendra peut-être, mais on sait que dans chacune de vos responsabilités respectives, c'est un travail quotidien. Alors, on vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour éclairer cette discussion. On a eu quelques questions. Il y en a eu une des intervenantes, des personnes qui nous écoutaient s'exprimaient un peu scandalisées de voir que on n'avait pas l'équivalent de l'effort qui est mis sur le patrimoine religieux pour le patrimoine résidentiel. Ben, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces grands chantiers? C'est comme à Montréal, on a mis énormément d'efforts dans le Vieux-Montréal, mais ça a servi un petit peu de locomotive parce que c'était lié au patrimoine des quartiers et à d'autres dimensions. Mais il y a des liens à faire. On a commencé à en faire aujourd'hui. On vous remercie infiniment. Donc, Nathalie Dion, France Girard et Jocelyn Gros, on apprécie le temps que vous avez passé avec nous. L'échange sera mis en ligne pour les personnes qui voudraient le méditer davantage par la suite. Et un prochain échange est prévu le 3 mai. Alors, on vous invite à rester à l'écoute, à surveiller les annonces parce que cet échange urbain qui conclura cette 11e saison, eh bien, portera sur la réappropriation des quartiers. Donc, une dimension justement que notre auditrice souhaitait dans la discussion, ben, peut-être que ce sera le 3 mai qu'on pourra en prendre. On vous remercie infiniment, on vous souhaite une bonne journée et on invite tout le monde à regarder un petit peu et à repérer le bel ouvrage qui nous entoure, que ce soit au niveau du concept du bâtiment dans son ensemble, ancien ou récent, que ce soit dans l'aménagement qui l'entoure, qui n'a pas besoin d'être juste fait avec de l'asphalte, puis du gazon, puis des dormants de chemin de fer au creusot ici et là. C'est beaucoup plus subtil, mais également dans les composantes. Et les mains qui sont associées. Alors ça, peut-être qu'on devrait faire un concours avec ça, le bel ouvrage, ça nous aiderait à être observateurs. On voit comment en ornithologie, la science citoyenne a permis de comprendre des flux migratoires d'espèces qu'on croyait menacées, qu'on maintenant sait menacées ou c'est en rétablissement. Alors, voilà quelques suggestions et on vous souhaite une bonne continuation. Merci à tout le monde et à très bientôt.